C'est un mardi matin, 7h45, au port de Dunkerque. Je suis debout sur le pont de commande. Je regarde cette grue Liber LTM 1300 qui coûte plus de 12 millions d'euros. Elle est magnifique et terrifiante en même temps. Des tonnes d'acier brut, de moteurs, de chaînes, de câbles, tout construit avec une précision germanique qui n'a pas d'équivalent. Cette machine représente le sommet de l'ingénierie. Elle peut lever des objets qui pèsent autant qu'une maison entière. Elle peut les soulever à des hauteurs vertigineuses. Elle peut le faire avec une délicatesse et une stabilité remarquables. Autour de moi, les mâts de navires percent le ciel gris. Le vent vient de la mer du Nord, chargé d'embruns salés qui collent à ta peau. Et dans 45 secondes, mon refus de fermer la gueule va déclencher la plus grosse catastrophe que ce port ait connue depuis 25 ans. Mon nom est Mathieu Delacroix. Je suis grutier depuis 17 ans. Pas un type qui fait du théâtre, pas un activiste, juste un mec qui sait reconnaître à 500 mètres quand une charge va vous tuer. C'est une compétence qu'on ne t'enseigne pas à l'école. C'est quelque chose que tu acquiers en passant des années à lever des choses qui pèsent plus lourd qu'une maison, suspendues au-dessus de gens qu'on aime. Quand tu fais ce métier assez longtemps, tu développes une intuition, un sixième sens. Quelque chose de plus que les calculs de capacité et les normes de sécurité. C'est une sensation dans ton ventre. C'est quelque chose de primal. C'est une alarme interne qui crie si tu l'écoutes. Et j'ai appris à écouter cette sensation. Voilà comment on en est arrivé là. J'ai commencé ma carrière à Marseille, en 2007. À l'époque, j'étais jeune, idéaliste. Je croyais que tout le monde à la direction voulait que tout le monde rentre chez soi vivant. Je ne sais pas à quel moment j'ai compris que ce n'était pas vrai. Peut-être après le premier mort, peut-être après le deuxième, peut-être après avoir vu trop de choses pour croire aux bonnes intentions des gens. Mais je savais une chose avec certitude, la physique, ça ne ment jamais. Les lois de la mécanique, les forces de traction, la résistance des câbles, ces choses-là n'ont pas de sentiment. Elles n'écoutent pas les ordres. Elles n'écoutent pas les promesses ou les excuses. Elles obéissent juste à la réalité. Et la réalité, c'est que les machines cassent quand tu les maltraites. Pendant mes premières années à Marseille, j'ai vu des choses qui m'ont marqué à jamais. Des choses que je n'ai jamais racontées à personne. Des charges qui tombaient pendant les levées, des hommes blessés, fractionnés, écrasés, mutilés. Des familles qui recevaient des coups de téléphone leur disant que leur mari ou leur frère ne reviendrait pas ce jour-là. Ou jamais. L'odeur du sang mélangée à celle du diesel. Le silence qui suit un accident, ce silence qui n'est jamais complètement tranquille parce qu'il y a toujours des sirènes au loin, toujours du bruit de gens qui crient. C'est pas le genre de choses qu'on oublie. C'est le genre de choses qui te changent profondément, qui te rend plus attentif, plus prudent, plus pessimiste à certains égards. Les autres grutiers, ils disaient que j'étais trop stressé, trop perfectionniste, que j'étais un paranoïaque. Mais quand tu as vu ce que moi j'ai vu, tu ne peux pas être autrement. Il y a une charge particulière qui m'a marqué plus que les autres. C'était en 2010, à Marseille, à la refonderie des murs du Vieux-Port. Un jeune apprenti, 18 ans, prénommé Thomas. Il était intelligent, ambitieux, il avait des rêves. Il avait un enfant en chemin. Sa petite amie était enceinte de 7 mois. Il m'avait montré les photos de l'échographie plusieurs fois. Il aimait parler du bébé. Le bébé allait s'appeler Lucas. Thomas était heureux. Il était vraiment heureux. Il parlait d'économiser de l'argent pour une maison. Il avait des plans précis. Une maison à la campagne, avec un jardin. Il voulait que Lucas grandisse dans la nature. Il parlait de ça tout le temps, avec une innocence et une joie qu'on n'oublie pas. Son patron, un mec moins prudent que moi, un mec qui ne croyait pas vraiment au risque, qui pensait que les accidents arrivent toujours aux autres, avait décidé d'ignorer un problème de stabilité d'une charge. C'était une charge de 7 tonnes, acier brut, qui devait être levée à environ 35 mètres. Ça semblait sans doute anodin au chef de chantier. Ça semblait sans doute être un risque minime. Sauf qu'il n'y a pas de risque minime. Il y a seulement des risques qu'on comprend et des risques qu'on ne comprend pas encore. Il y a des risques qu'on décide d'ignorer parce qu'on n'a pas envie de perdre une journée de travail, parce qu'on a des délais, parce que le client fait pression, parce que les gens ne pensent qu'à l'argent. Thomas était positionné juste en dessous du point de levée quand la charge a basculé. À 40 mètres du sol. À 40 mètres. Elle pesait 7 tonnes. Thomas était un garçon mince. 7 tonnes,
c'est plus que suffisant. C'est plus que nécessaire pour écraser un homme. C'est assez pour ne laisser aucune trace reconnaissable d'un être humain. Personne n'aurait pu faire quelque chose pour l'aider. C'était trop rapide, trop violent. L'acier s'était simplement plié comme du papier. C'était trop rapide pour qu'il puisse s'enfuir. Trop rapide pour que quelqu'un puisse l'aider. Le bruit qu'a fait l'acier en tombant, je n'oublie jamais. C'est un bruit qui ne s'efface pas. C'est un bruit qui revient la nuit. C'est un bruit qui te réveille parfois, même 17 ans plus tard. Il a fallu 2 heures pour identifier son corps. 2 heures. Sa petite amie avait reçu un appel du directeur. Thomas avait eu un accident. Thomas n'allait pas rentrer ce jour-là. Thomas n'allait jamais rentrer. Et Lucas n'allait jamais connaître son père. Il allait naître sans père. Il allait grandir en entendant des histoires sur son père, mais il ne le connaîtrait jamais. Il n'aurait jamais senti la chaleur de ses mains. Il n'aurait jamais entendu sa voix lui dire qu'il était fier de lui. Ça m'a marqué. Je suis devenu un peu obsessif après ça. Pas seulement prudent, obsessif. Je vérifierais chaque câble, chaque soudure, chaque point d'attache comme si ma vie en dépendait. Parce que c'était la vie de quelqu'un d'autre qui en dépendait. Et quand les gens me disaient que j'étais trop prudent, que j'étais paranoïaque, que j'exagérais, je pensais à Thomas. Et ça m'aidait à rester ferme. Ça me donnait la force de dire non. En 2015, je me suis installé à Dunkerque, au port pétrolier. C'était un poste plus stable, mieux payé, moins de déraillements spectaculaires qu'à Marseille, mais aussi moins d'énergie brute, moins de chaos. Les gens ici, ils travaillent dur, ils respectent le protocole. Du moins, c'est ce que je croyais avant cette semaine-là. Dunkerque, c'est un port magnifique en fait. Quand il fait beau, tu vois les côtes anglaises au loin. Le bassin de Radoub, c'est une merveille d'ingénierie maritime, construit dans les années 1980, capable d'accueillir les plus grands navires pétroliers qui traversent la Manche. C'est un endroit où les choses sont sérieuses, où les erreurs sont coûteuses, où la moindre erreur peut coûter des vies et des millions d'euros. Les murs du bassin sont en béton renforcé, épais de 3 mètres. Les fonds sont couverts d'algues glissantes. Quand tu touches l'eau, elle est glaciale. C'est le genre d'endroit qui mérite du respect. L'entreprise s'appelle Matec Industries. C'est une sous-traitance importante pour les travaux de remise en état du bassin de Radoub. Nous avons un contrat de 3 ans. C'est du pain-beurre, comme on dit. Du travail régulier, payé correctement, sans surprise. Un salaire stable. Une équipe qu'on connaît. C'est pas mal pour quelqu'un qui vient du chaos de Marseille. Romain Vasseur, c'est le chef de chantier. Romain, c'est un gars qui vient de Lille, début 50 ans, le type qui entend les mots délai serré et budget réduit et voit plutôt des opportunités que des contraintes. Il fume des gitanes sans filtre, un paquet entier certains jours. Il parle fort. Il a une voix qui porte, même dans le bruit constant du port. Et il a une façon de vous regarder qui te dit que tu es soit avec lui, soit contre lui. Il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas de nuance, pas de zone grise. C'est soit blanc, soit noir. Soit tu es loyal, soit tu es ennemi. Son bureau empestait toujours la fumée. Ses cheveux étaient jaunes de nicotine, ses doigts aussi. En 10 ans à Dunkerque, j'avais rarement eu de problème avec lui. On s'était entendu. Je faisais mon boulot, il faisait le sien. Les limites étaient claires. Les attentes étaient explicites. Pas de surprise, pas de drame. Jusqu'à cette semaine-là. Mardi dernier, il m'a dit quelque chose que j'aurais dû écouter comme un signal d'alerte immédiat. On était en réunion d'avancement, lundi soir, 14 heures. Il y avait moi, lui, l'ingénieur de sécurité Fabien Deschamps, et le représentant du client, Philippe Maton. La réunion se tenait dans une petite salle préfabriquée, avec une table en plastique bleu et des chaises qui grinçaient quand on s'assirait dessus. Les murs étaient blancs, nus, sans décoration. Une lampe fluorescente au plafond qui bourdonnait légèrement, avec un hum qui passait à travers ta tête. Dehors, on pouvait entendre le bruit des grues, des camions, la symphonie quotidienne du port. Des klaxons, des cris, le bruit des moteurs diesel qui tournent à plein régime. C'est le type de bruit qu'on ne remarque plus après quelques années. C'est juste le background du travail. L'odeur du fioul, du métal, du sel marin. Tout ça s'estompe. Tu t'y habitues. Ça devient ton air, tes poumons, ta vie.
Romain jette un dossier sur la table et dit « Messieurs, nous avons un problème de timing. La remise en état de cette section du bassin s'était prévue en 5 jours. Nous sommes dimanche, en retard. » Philippe Maton fait la gueule. C'est le genre de type qui vient 2 fois par mois regarder si on fait du bon travail, puis il repart à Paris en avion. Il ne comprend pas vraiment la complexité de ce qu'on fait. Il voit juste des charges à lever, des délais à respecter, des chiffres dans une feuille de calcul. Il ne voit pas les risques. Il ne voit pas les murs porteurs qui doivent supporter des charges énormes. Il ne voit pas les câbles qui peuvent casser. Il voit juste retard égale pénalité financière. Ses yeux sont vides quand il parle des délais. Il n'y a rien derrière. Juste du froid. Romain continue. Il y a une charge à lever demain matin. C'était prévu pour jeudi normalement, mais si on la fait demain, on reprend une journée. Je demande, quelle charge? Une poutre maîtresse en acier, dit Romain. 90 tonnes. 90 tonnes. Ce n'est pas rien. C'est le poids d'un camion rempli de ciment. C'est le poids de 5 voitures empilées l'une sur l'autre. C'est le poids de 90 fois le poids d'un être humain adulte. C'est le poids d'un petit immeuble. C'est quelque chose qu'on ne bouge pas sans faire très, très attention. C'est quelque chose qu'on respecte. C'est quelque chose qui va être difficile. Et dans cette petite salle préfabriquée qui empeste la sueur et le café froid, je sens déjà que ça va être plus difficile qu'un simple levage. À ce moment-là, Fabien demande « Avec quelle grue ?»« La LTM Tirtrezan » répond Romain. « Elle arrive demain matin à 7 heures. » Je connaissais cette grue. Je l'avais utilisée 50 fois avant cette semaine-là. C'est une bête magnifique, une machine allemande, une merveille de précision et de puissance. Elle peut lever des charges énormes. Elle peut les lever haut. Elle peut les lever avec une stabilité remarquable. Les Allemands, ils construisent des machines comme personne d'autre. 90 tonnes de charge, c'est théoriquement dans ses capacités. Sauf que je demande, quelle est la configuration exacte, l'angle, la hauteur de flèche? Silence. Romain regarde Fabien. Fabien regarde son téléphone. Ce n'est jamais un bon signe quand les gens regardent leur téléphone au lieu de vous répondre. C'est un signal. C'est un signal qu'ils ne veulent pas répondre. Qu'ils ne veulent pas affronter la question. Qu'ils savent déjà que la réponse va être problématique. Et c'est à ce moment précis que j'ai senti mon estomac se nouer. Quelle configuration? Je répète. J'essaie de garder une voix calme, professionnelle, mais mes antennes de sécurité commencent déjà à clignoter. Elles sont presque en position d'alerte rouge. Je sens mon cœur s'accélérer légèrement. Je sens la chaleur monter dans ma poitrine. Hauteur de levée environ 62 mètres, dit Romain. Là, j'arrête. Je sens quelque chose dans ma poitrine. C'est une sensation que je connais bien. C'est la sensation que quelque chose de très mauvais va arriver. C'est l'instinct qui crie. C'est la sensation que j'ai eue avant d'autres accidents. C'est une sensation qui ne me trompe jamais. C'est primal, c'est biologique. C'est comme si mon corps entier était devenu une sirène d'alerte. Je dis « 62 mètres, avec 90 tonnes ?» « Oui, » dit Romain, presque surpris que j'ai une question. Comme si j'étais censé juste hocher la tête et lui dire que oui, évidemment, pas de problème, bien sûr, c'est normal, pas de raison de s'inquiéter. C'est possible, non? Non, je dis. Je sors mon téléphone et je cherche les spécifications de la LTM 1300. C'est un modèle que je connais bien. Je sais déjà à peu près ce que je vais trouver, mais je veux les chiffres exacts pour que Romain ne puisse pas contester. Pour qu'il ne puisse pas dire que je n'avais pas raison. Pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Pour que tout soit documenté, enregistré, clair. À 62 mètres de flèche, la capacité chute à environ 50 tonnes maximum. Pas 90. C'est pas proche. C'est moins que la moitié. Fabien lève les yeux de son téléphone et regarde les chiffres que je montre. Je le vois pâlir légèrement. Il dit « Attends, tu dis que le calcul de capacité, c'est 50 tonnes à cette hauteur-là? Vraiment? » Ouais, je dis. Pas 90. C'est physiquement impossible. C'est pas une opinion. C'est un fait. Romain se cale dans sa chaise. Il croise les bras. Il a ce sourire.
avec ce sourire des gens qui viennent de décider de vous ignorer complètement. Je reconnais ce sourire. Je l'ai vu avant. C'est le sourire qui précède les vraies mauvaises décisions. C'est le sourire d'un mec qui sait qu'il va faire quelque chose de dangereux, mais qui a décidé que ça n'avait pas d'importance. Qui a décidé que la seule chose qui compte, c'est de respecter le délai. Et qui ne va pas se laisser arrêter par un simple grutier qui cite les spécifications d'une machine. « Écoute, Mathieu, dit-il, on a un problème de délai. Cette charge va monter demain matin. Si les calculs de capacité disent non, on change les paramètres. On ne change pas la physique, je dis. Et je pense à Thomas. Je pense à son sourire. Je pense à son bébé qui n'aura jamais connu son père. Non, on change la hauteur de levée ou on attend jeudi, dit Romain. Ou on utilise une grue plus puissante, j'ajoute. Il n'y a pas d'autre grue disponible, dit Philippe. Il regarde Romain. Romain hoche la tête avec autorité, comme si c'était un fait indiscutable. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'on n'était plus en train de discuter de sécurité. On était en train de discuter de comment ignorer les règles de sécurité sans que ça se voie. C'est une conversation très différente. C'est une conversation où les règles changent. C'est une conversation où la physique devient une suggestion plutôt qu'une loi. Où la prudence devient un obstacle plutôt qu'une vertu. Où on cherche des justifications plutôt que des solutions. Romain dit, on va faire des ajustements. Ça va aller. On va être attentif. Je dis, non, ça ne va pas aller. Ce n'est pas une question de vigilance. C'est une question de mathématiques. Romain se penche en avant. Il parle bas, mais sa voix devient plus dure, plus menaçante. Il dit, Mathieu, je sais que tu es consciencieux. C'est admirable, vraiment. Je t'aime bien. On s'entend bien. On a travaillé ensemble pendant 10 ans sans problème. Mais cet appel d'offres, c'est serré. Très serré. On a déjà mangé 4 jours de retard. On va bouffer notre marge de profit en pénalité si on ne gagne pas du temps. Et pour moi, personnellement, ça veut dire un bonus en moins. Ça veut dire pas de vacances à Majorque cet été. Ça veut dire expliquer à ma femme pourquoi on ne peut pas se payer la maison qu'on regarde depuis 6 mois. Et on va bouffer une grue de 12 millions d'euros, je dis. Et possiblement des vies. Pas si on fait attention, dit Romain. Il y a dans sa voix une espèce de certitude désinvolte qui me gêne profondément. Comme s'il avait étudié la physique à l'université. Comme s'il savait quelque chose que je ne sais pas. Comme s'il avait une garantie que je n'ai pas. Je ne dis plus rien. Je sais déjà comment ça va se terminer. Je sais que demain matin, il va y avoir de la pression. Je sais que je vais devoir prendre une décision que personne n'a envie que je prenne. Je sais que cette réunion vient de marquer le commencement de quelque chose. Le commencement d'un conflit qui va finir mal. Je rentre chez moi ce soir-là et je ne peux pas dormir. Je pense à Thomas. Je pense à Jean-Claude et à ses 3 enfants. Je pense à la charge de 90 tonnes suspendue dans l'air. Je pense à ce qu'il va se passer si je cède. Je pense à ce qu'il va se passer si je refuse. Je pense à une grue qui s'effondre. Je pense au bruit que fait l'acier quand il tombe. Mardi matin, 7h45. Je suis arrivé au port avant tout le monde. Je voulais regarder le site seul. La LTM 1300 était déjà en place. Elle était arrivée la veille en fin d'après-midi, transportée sur une remorque spéciale, puis assemblée pendant la nuit. Ça, c'était un travail en soi. Assembler une grue de 12 millions d'euros, c'est pas quelque chose qu'on fait à la légère. Ça prend des heures. Ça prend de la concentration. Ça prend des experts. Ça prend des techniciens allemands qui connaissent chaque boulon, chaque soudure, chaque système de chaque machine. Et elle était imposante, cette grue. Elle était comme un dinosaure métallique qui attendait ses ordres. L'opérateur s'appelle Jean-Claude Lefebvre, gars d'une 50aine d'années, sympathique, compétent, avec des traits marqués et des mains énormes. Il a 3 enfants. Je les connais par ses histoires. Adèle, 17 ans, elle est en terminale à Dunkerque. Maxime, 15 ans, il joue au foot dans une équipe de district. Léa, 11 ans, elle apprend le piano avec une prof particulière. C'est le genre de détail qu'un mec raconte quand il est content d'être père. Quand il regarde des vidéos sur son téléphone. Quand il parle de ce qu'il va leur acheter pour Noël 3 mois à l'avance. Je le connais depuis environ 8 ans. On a pris un café ensemble 1000 fois. On parle de foot, de voiture, de la vie. On s'échange des blagues sur les clients difficiles. C'est un bon type,
Un mec prudent aussi d'ailleurs. Il ne prend pas de risques inutiles. Il aime sa famille. Il les cite tout le temps. C'est pour ça que le lendemain de cet incident, il aurait pu ne jamais reprendre un café. Il aurait pu être mort. Ses enfants auraient grandi sans père, comme Lucas aurait grandi sans Thomas. La charge était alignée en bas du bassin. 90 tonnes de poutres maîtresses, acier laminé, surface rugueuse et piquée, avec des points d'élingage qui avaient été soudés le jour avant. Ça sentait encore la soudure, ce parfum métallique et brûlé que tu ne peux jamais complètement ignorer. C'est une odeur particulière, une odeur qui te parle du travail qu'on a fait. C'est une odeur dangereuse, une odeur qui dit « Attention, on a bougé du métal ici ». Les soudures étaient noires et brillantes. Elles fumaient encore légèrement dans l'air froid du matin. Le ciel était gris. Il y avait un vent d'environ 15 nœuds qui venait de l'ouest. Pas terrible, mais assez pour faire balancer une charge en suspension de manière désagréable. J'ai regardé la charge osciller légèrement dans le vent, comme un pendule. Elle bougeait très légèrement, mais perceptiblement. Elle était vivante. Elle respirait avec le vent. J'ai inspecté les points d'élingage très attentivement. Je les ai touchés. J'ai tiré sur les soudures pour voir si elles cédaient. Je suis monté en dessous d'elles pour les regarder de près. C'était du travail convenable. Pas brillant, convenable. Les câbles d'élingue étaient neufs, à 6 mètres chacun, angle à environ 55 degrés. À première vue, tout avait l'air en ordre. Tout avait l'air professionnel. C'était ça qui était traître avec ce travail-là. Tout avait l'air convenable jusqu'au moment où on appuyait sur le bouton. Jusqu'au moment où les forces commençaient à agir. Jusqu'au moment où la physique prenait le contrôle. La physique qui ne se laisse pas négocier. La physique qui ne se laisse pas impressionner par tes délais ou tes problèmes de budget. Vers 8 heures, Romain arrive avec son café dans un gobelet plastique. La fumée de sa gitane précède son arrivée. Il regarde la charge, il regarde la grue, il regarde sa montre. Il est impatient. Je vois l'impatience sur son visage. Je vois l'impatience et la détermination. Je vois un mec qui a décidé quelque chose et qui ne va pas changer d'avis. Je vois quelqu'un qui ferme la porte à la raison. Il dit « Allez, on y va ?» Je dis « On attend l'ingénieur de sécurité. C'est obligatoire. C'est la loi. » Il a approuvé le plan hier, dit Romain. Je n'ai pas vu approuver quoi que ce soit, j'ai dit. Tu lui as parlé? Non, mais toi non plus. Romain soupire. Il sort un papier de sa poche. J'ai les calculs ici. Tout a été vérifié. Je regarde le papier. C'est un brouillon, écrit à la main. Pas de signature, pas de date, pas d'entête officielle. Pas de tampon, pas de certification, pas de responsabilité. Je dis, ce ne sont pas des calculs d'ingénieur, c'est un bout de papier. Romain me regarde. Il dit, tu cherches des ennuis, toi. C'est vrai, j'étais en train d'en chercher, je le savais, et ça me gênait pas. Parce que les ennuis, c'est préférable à une mort. Écoute, dit Romain. Il se rapproche. Je peux sentir la fumée de gitane sur son haleine. Je peux voir les veines de ses yeux. Je peux voir la fatigue sur son visage, mais aussi l'obstination. Je comprends ta position, vraiment. Je t'aime bien, tu fais du bon boulot. Mais nous avons un délai. Philippe fait pression. La direction fait pression. Je dois livrer cette section jeudi soir, où c'est moi qui paie. Pas la direction. Moi. Personnellement. Mes avantages, mon statut, mon futur. Et si la grue explose, je demande? Elle n'explosera pas, dit Romain, avec une certitude qui était fondée sur rien sauf sur l'espoir et sur le déni et sur une prière silencieuse que personne n'a pas vraiment envie de faire. Tu peux garantir ça, je demande? Je peux garantir que j'ai besoin de cette charge en haut du bassin dans 2 heures, dit Romain. Oui ou non? À ce moment-là, j'appelle Fabien. Fabien est l'ingénieur de sécurité. C'est son job. C'est sa responsabilité légale en France. Les ingénieurs de sécurité en France, ils ont une responsabilité particulière. Il doit approuver les plans de levée. C'est obligatoire. C'est écrit dans le Code du travail. C'est écrit dans les normes AFNOR. C'est noir sur blanc. C'est littéralement la loi. Fabien arrive une demi-heure plus tard. Il n'a pas l'air de vouloir être ici. Je peux le voir à son visage. Il a cette expression.
Celle d'un mec qui sait déjà qu'on va lui demander quelque chose qu'il ne veut pas faire. Il regarde la charge, il regarde la grue, il fait des petits calculs sur une calculatrice. Il faut presque 5 minutes pour les faire. Il calcule les forces, les angles, les résistances. Et puis il finit par dire « Le calcul dit que c'est limite. » C'est pas une approbation, ça, je dis. Non, dit Fabien. Il regarde ailleurs. Il regarde le sol. Il regarde ses mains. Il dit très bas, si bas que j'ai presque dû me pencher en avant pour l'entendre. Mais Romain dit que si je n'approuve pas, j'y laisse mon poste. Je ne crois pas tout de suite. Je voudrais que ce ne soit pas vrai. Puis je comprends que c'est peut-être vrai. Et ça, c'est peut-être le moment où je réalise que ça va être plus compliqué que je ne l'avais pensé. Que ce n'est pas juste une question technique. Que c'est une question de qui contrôle qui. De qui a le pouvoir. De qui va plier. Et que Fabien, cet homme que j'aime bien, est pris entre sa responsabilité professionnelle et sa peur de perdre son travail. D'accord, dit Fabien, après quelques minutes de silence difficile. Je vais approuver, mais avec des conditions de vent strictes. Pas plus de 12 nœuds. C'est non négociable. Pas plus. Je ne vais pas au-delà. C'est ma limite. C'est tout ce que je peux donner. C'est 15 dehors, je dis. Je montre mon petit anémomètre personnel que je viens de vérifier 2 minutes avant. L'aiguille oscillait entre 14 et 16. Pas stable, pas tranquille. Alors on attend, dit Fabien. Il regarde Romain comme pour lui demander s'il est d'accord. Romain arrive. Fabien lui montre les conditions écrites sur son carnet avec un stylo tremblant. Romain regarde le ciel. Il analyse l'horizon. Il regarde les nuages. Il dit « Le vent baisse. Ça va être bon. Regarde, tu vois comment les nuages se déplacent ? C'est moins rapide. Ça baisse. » À 9h15, le vent était à 13 nœuds. Juste au-dessus de la limite. Juste au-delà de ce qui est sûr. Juste à ce point où la prudence devient optionnelle. Romain dit que c'était assez, que le vent baissait, que ça allait se stabiliser. Mais le vent ne baissait pas. Il oscillait entre 13 et 14 nœuds. C'était une oscillation constante. C'était une oscillation qui causait une augmentation des forces sur la charge. Des forces qui montaient chaque minute. Des forces qui augmentaient le stress sur chaque câble, chaque soudure, chaque point d'élingage. Jean-Claude Lefebvre était assis dans la cabine de la grue, 6 tonnes de métal et de verre, à 52 mètres au-dessus du sol. Il avait allumé tous les systèmes. Il avait testé les commandes. Tout était prêt. Tout était en position de départ. Il m'a fait signe comme pour demander l'approbation de commencer la levée. Je voyais son visage en petit, mais je voyais aussi l'inquiétude. Il savait. Les grutiers savent toujours. Je n'ai pas fait signe en retour. Je lui ai levé la main pour dire « Attends, pas maintenant, pas encore, pas aujourd'hui. » Romain dit « Allez Mathieu, donne-lui le signal. » « Non, j'ai dit. » Romain se rapproche. Sa voix baisse, mais elle devient plus dure, plus dangereuse. Il dit « Je vais être très clair là. Tu donnes le signal ou tu te trouves un autre boulot. » Je regardais cet homme. Je pensais à Jean-Claude dans sa cabine. Je pensais à ses 3 enfants. Je connaissais leurs noms, leurs âges, leurs intérêts. Adèle qui rêvait d'aller à l'université. Maxime qui voulait devenir ingénieur. Léa qui aimait la musique. Je pensais au fait que dans 5 minutes peut-être, une charge de 90 tonnes allait basculer. Je pensais aux forces latérales qui allaient apparaître. Je pensais aux câbles qui allaient claquer comme du fil de coton. Je pensais au bruit que ça allait faire. Et je pensais au fait que Jean-Claude était assis dans une cabine qui pesait 6 tonnes et que cette cabine ne l'empêcherait pas de mourir. Puis je pensais à tous les autres. À Pascal, Thierry, Laurent. À Fabien qui tremblait. À Romain qui serrait les dents. À Philippe qui regardait sa montre. À Lucas, le bébé qui n'avait jamais connu son père. Et je pensais à moi, à ma conscience, à ce que je pourrais me dire le soir si je donnais ce signal. À la question qu'on ne pose jamais, mais qui te reste à l'esprit. Pourquoi je n'ai rien dit? Je me suis tourné vers Romain. J'ai dit «
Je vais chercher mon équipe, on s'en va. Pardon? On vire à charge. On redescend le bâti des Lingues. On arrête les travaux jusqu'à ce que les conditions de sécurité soient satisfaites. Tu ne peux pas arrêter les travaux, dit Romain. Regarde-moi, je dis. J'étais calme. C'est weird, mais c'est souvent comme ça quand tu sais que tu as raison. Tu trouves une clarté, une solidité en toi. Tu trouves une force que tu ne savais pas avoir. Je suis le chef d'équipe de levage. C'est ma responsabilité légale en France. Je peux et je vais arrêter les travaux. Romain dit, si tu arrêtes les travaux, t'es viré. Peut-être, je dis, mais je vais être vivant. Et tes employés aussi. J'appelle mon équipe. Il y avait 3 gars, Pascal, Thierry et un jeune apprenti, Laurent, 19 ans. Laurent était un bon mec, gentil, travailleur, plein d'avenir. Il avait un copain qui était mort l'année d'avant dans un accident de moto. Il savait ce que c'était la mort. Je dis, rassemblement, on sort. Pascal dit, quoi? On est en train de... On s'en va, je dis. Maintenant. Les 3 gars me regardent. Ils savent. Ils savent tous ce que ça signifie. Ils savent que j'ai vu quelque chose de grave. Ils savent que ça va être l'enfer, les appels du patron. Peut-être qu'on perd tous notre travail. Peut-être qu'on va tous être sur la liste noire. Peut-être qu'on ne va jamais travailler dans ce port de nouveau. Mais ils me suivent. Aucune question. Juste, allons-y. C'est ça qui m'a aidé. Le fait qu'ils me font confiance. Romain est devant la grue. Il crie « Mathieu, reviens ici !» Je n'ai pas fait demi-tour. Je n'ai pas regardé en arrière. Je suis allé dans le petit bureau préfab qu'on avait au bord du chantier. Il y avait une fenêtre qui donnait sur le bassin de Radoub. Je me suis assis. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai ouvert un nouveau mail. C'était le moment où je prenais ma décision. Vraiment. Pas avant, mais maintenant. Maintenant, c'était officiel. Maintenant, c'était écrit. Maintenant, il n'y aurait pas de retour en arrière possible. J'ai écrit un mail. C'était court, précis, légal. Arrêt des travaux de levage en date du 18 mars 2025, 9h22. Motif: conditions de sécurité insuffisantes. Non-conformité avec les normes AFNOR B91 10-100. Capacité déclarée insuffisante pour la charge demandée à la hauteur demandée. Vent supérieur à la limite approuvée. Équipe de levage retirée du site. Responsabilité légale. Mathieu Delacroix, chef de levage. J'ai envoyé le mail à Romain, à Fabien, à Philippe et à la direction de Matec Industries à Lille. J'ai vérifié que l'email avait été envoyé, que les notifications de réception étaient arrivées. J'ai gardé une copie. J'ai gardé tout, parce que je savais que ça allait être important. Puis j'ai regardé par la fenêtre de la préfab. Jean-Claude était toujours dans la grue. Romain était au pied, les bras croisés, l'air furieux. Fabien était apparu. Il parlait avec Romain. Ils regardaient tous les deux vers l'emplacement de la charge, puis vers moi dans la préfab, puis vers Jean-Claude dans sa cabine. C'était comme un triangle de tension. Et moi, j'étais assis à l'intérieur de ce triangle, regardant par une fenêtre. 5 minutes ont passé, 10 minutes. Romain n'a pas arrêté la grue. Il n'a pas donné d'ordre pour retirer la charge. Il y avait une dizaine de travailleurs sur le site, des gars qui étaient en train de faire autre chose, une excavatrice qui était arrêtée à cause que je venais de retirer les seuls gars qui pouvaient faire la levée. Je regardais Jean-Claude par la fenêtre. Il était toujours assis dans la cabine. Je pouvais voir sa silhouette. Il attendait les ordres. Les ordres allaient venir. Je savais qu'ils allaient venir. À 9h47, j'ai entendu le bruit. C'était un grincement d'abord, suivi d'un bruit de treuil qui enroule. Un bruit familier, mais qui semblait cette fois-ci différent, menaçant, plus lourd, plus grave. Jean-Claude avait reçu ses ordres. Romain avait donné l'ordre. La charge commençait à monter. Je me suis levé. J'ai regardé par la fenêtre. À cette distance, c'était difficile à voir clairement, mais je pouvais distinguer la charge qui se levait lentement du sol. La poutre maîtresse était maintenant en suspension. Elle oscillait légèrement dans le vent. Elle bougeait. Elle respirait. Elle vivait. À ce moment exactement, j'ai su que j'avais raison. Je pouvais le sentir. C'était une intuition, oui,
Mais c'était aussi basé sur 17 ans d'expérience et sur une compréhension intime de ce qu'une grue peut supporter. Je pouvais sentir que les câbles n'aimaient pas ça, que la charge était trop lourde, que l'angle était mauvais, que le vent était trop fort, que tout, absolument tout, était mal. J'ai pensé à appeler la DREAL. C'est l'inspection du travail. Ils sont à Dunkerque, ils sont à 10 minutes de voiture. Mais appeler, ça aurait pris du temps. Et le temps, c'était une ressource que personne n'avait à ce moment-là. Romain apparut à la porte de la préfab. « Tu sais ce que tu fais ?» il demande. « Ouais, je dis. Je sauve une vie. »« Tu fais marrer ta gueule, tu fais, » Romain crie. « Tu cherches à me nuire. C'est personnel maintenant. » C'est une charge surchargeant une grue à un angle d'élévation non approuvé, j'ai dit. C'est pas personnel. Je le regardais. Il regardait dehors. La charge était maintenant à environ 15 mètres du sol. Elle montait lentement. Très lentement. Comme si elle luttait contre les lois de la physique. « Elle va monter, » dit Romain. « C'est mon ordre. Directeur autorisé. » « Non, » j'ai dit. « Oui, » il dit. Je sortais de la préfab. Je marcherais vers Jean-Claude, je lui dirais d'arrêter. Mais Fabien apparut au même moment et dit très faiblement, les mains tremblantes, presque en pleurant, « Arrête la levée. » Ça a pris quelques secondes pour que le message monte jusqu'à la cabine. Les ondes radio ont dû mettre du temps à monter à 52 mètres. Puis le bruit du moteur changea. La charge ralentit. Elle stoppa. Elle restait suspendue, immobile, à 40 mètres du sol. À 40 mètres. Elle oscillait légèrement dans le vent. À ce moment-là, personne ne savait encore que c'était sauver 3 vies. Que si cette charge avait monté ne serait-ce que 15 mètres de plus, ça aurait été l'effondrement total. Que si Fabien n'avait pas dit ce mot « Arrête !», une grue de 12 millions d'euros aurait implosé. Que les câbles auraient claqué comme du fil de coton. Que la flèche se serait pliée. Que tout se serait effondré sur le bassin, sur les gens, sur le sol. Mais là, à ce moment-là, on ne savait rien de ça. On savait juste qu'une charge restait suspendue au-dessus du bassin de Radoub. On savait qu'il y avait de la tension. On savait qu'il y avait de la rage. Et on savait que ma carrière chez Matec Industries venait probablement de se terminer. Romain s'en est allé. Il a claqué la porte. Il est parti à grandes enjambées vers le bureau principal. J'ai pu voir sa voiture s'éloigner quelques minutes plus tard, en faisant crisser les pneus sur le gravier. Fabien s'est assis par terre à côté de la préfab. Il avait vraiment l'air d'un homme qui venait de prendre la décision la plus difficile de sa vie. Je voyais ses mains trembler. Ses lèvres étaient pâles. Moi, j'ai appelé les gars. Pascal, Thierry, Laurent. Je leur ai dit « C'est fini. Allez vous reposer. » À midi, Romain m'appelle. Il ne crie pas, ce qui est encore plus effrayant. Il dit « Tu es viré. Effectif immédiatement. » Je dis « D'accord. » Il raccroche. J'étais assis dans ma voiture, à côté du port, regardant les bateaux. Il faisait gris. Il faisait froid. J'ai appelé ma femme pour lui dire que j'avais perdu mon emploi. Elle a dit « Pourquoi ?» Je lui ai expliqué. Elle a dit « Tu as bien fait. » 3 heures plus tard, à 15h30, le téléphone vibra. C'était Pascal. « Mathieu, la grue !» Je suis retourné au port. Il y avait au moins 3 fourgons de pompiers, 2 ambulances. La grue Liebherr LTM 1300, ce monstre de 12 millions d'euros, cet assemblage parfait de machinerie allemande, avait littéralement explosé. La flèche principale était en 3 morceaux. Ils étaient tombés dans le bassin comme des dominos qui s'écroulaient. Il y avait du personnel d'urgence partout. Ils couraient, ils criaient, ils donnaient des ordres. Quelqu'un était allongé sur une civière. Ce n'était pas Jean-Claude. C'était un jeune gars, 23 ans, un ouvrier qui était passé par là au mauvais moment. Il aurait pu être pire. Il aurait pu être Jean-Claude. Il aurait pu être l'équipe entière. Mais ce gars-là, il avait des blessures. Il respirait, mais il saignait. Les ambulanciers le transportaient. Vers 17h,
Les inspecteurs du travail étaient arrivés. La DREAL avec ses badges rouges et bleus. Ils avaient commencé à accorder le site. Personne n'entrait ni sortait sans autorisation. Il y avait de la police. Il y avait des maires et des élus qui arrivaient en voiture officielle. Je me suis approché d'un inspecteur et j'ai dit « Je suis Mathieu Delacroix. Je suis le chef d'équipe de levage qui a arrêté les travaux. » Il me regarde. Il dit « Vous ?» « Ouais, je dis. Nous allons avoir besoin de votre témoignage, il dit. Les 2 jours suivants ont été un flou complet. Les inspecteurs me posaient des questions. Les médias commençaient à arriver. La presse locale, puis la presse nationale. Des photos de la grue effondrée. Des experts qui commentaient. Catastrophe au port de Dunkerque, 12 millions d'euros de dégâts, grue effondrée. Mercredi matin, le directeur régional du travail me convoque à un entretien officiel. Je suis dans une petite pièce avec 2 inspecteurs en face de moi. Un magnétophone sur la table. Ils me posent chaque question. Ils écoutent chaque réponse. Ils me montrent des photos de la grue. Ils me montrent des calculs. Ils me demandent de revivre cet instant où j'ai dit non. À la fin, l'inspecteur en chef, qui s'appelle Henri Leclerc, dit « Monsieur Delacroix, ce que vous avez fait, arrêter les travaux malgré la pression hiérarchique, c'était exact. Légalement et techniquement exact. Et probablement ça a évité une mort, ou plusieurs. Il y a une chose, dit l'inspecteur. On a analysé les calculs. On a fait faire une expertise externe. On a contacté Liebherr en Allemagne. On a reconstitué exactement ce qui s'est passé. Vous aviez raison, il dit, sur tous les points. La capacité à 62 mètres était 50 tonnes, pas 90. Et le vent était à 13 nœuds, au-dessus de la limite. Ce qui veut dire que la grue aurait dû échouer à peu près au moment où vous avez ordonné l'arrêt, peut-être 1 minute plus tard. Et il y avait 3 personnes sous ou à proximité directe de la grue au moment de l'arrêt. Jean-Claude Lefebvre dans la cabine, un ouvrier qui était en train de manger un sandwich, et Fabien Deschamps qui supervisait la levée. Je ferme les yeux. Je vois Jean-Claude dans sa cabine. Je vois le jeune gars sur la civière. Je vois Fabien avec ses mains qui tremblent. Je vois ce qui aurait pu arriver si je n'avais pas dit non. Vous avez sauvé 3 vies, dit l'inspecteur. Le rapport de la DREAL a été publié 2 semaines plus tard. 53 pages. Chaque détail était documenté. Chaque calcul était expliqué. Chaque force était mesurée. La charge surchargeait la grue. Le plan de levée était non conforme. Les conditions de sécurité avaient été ignorées. Romain Vasseur avait exercé une pression directe. Il était écrit noir sur blanc. Il y avait des témoins. Il y avait des enregistrements radio. Le rapport disait que Fabien Deschamps avait montré un courage moral remarquable au moment critique, et que Mathieu Delacroix, chef d'équipe de levage, avait exercé son droit et son devoir légal d'arrêter les travaux en violation des règles de sécurité, avec documentation appropriée et sans hésitation face aux menaces de licenciement. Matèche Industrie a reçu une amende de 400 000 €. Romain Vasseur a reçu une interdiction de travailler sur des sites de levage pour 5 ans. Il a aussi reçu une interdiction temporaire d'exercer des postes de responsabilité. Son poste a été suspendu. Et moi ? Je suis allé à la prud'homme. Le tribunal a dit que c'était un licenciement sans juste cause. J'ai reçu une compensation de 42 000 €. Ce n'était pas beaucoup. Ça payait les factures. Ça payait les mois où je n'avais pas de travail. Plus important que ça, j'ai reçu une lettre de la part de Jean-Claude. Il écrivait « Mathieu, je ne sais pas ce qui se serait passé si tu n'avais pas arrêté cette levée ce jour-là. Mais je sais que je suis vivant à cause de toi. Mes 3 enfants, ils ont un père. Adèle peut continuer ses études. Maxime peut continuer le foot. Léa peut continuer le piano. Et il y a un père qui est là pour les regarder grandir. » 2 mois plus tard, je reçois un appel. C'est une compagnie de levage à Rotterdam. Le directeur technique me dit « On a entendu parler de vous, chef de sécurité, plus de salaire, avec une vraie autorité pour dire non. Vous aurez le pouvoir d'arrêter n'importe quelle opération si vous pensez qu'elle est dangereuse. » J'ai dit oui. 3 ans plus tard, je supervise la sécurité pour 12 sites portuaires différents. Je gagne bien ma vie. Les gens m'écoutent quand je dis qu'une charge est trop lourde. Les directeurs de projet respectent ma parole. Les ingénieurs de sécurité me consultent. Ils disent que j'ai une intuition rare, que je vois ce que les autres ne voient pas. Mais c'est pas pour ça que je raconte cette histoire. Je la raconte parce qu'il y a une leçon là-dedans.
C'est pas une histoire de héros. C'est une histoire de ce qui se passe quand un système force un homme à choisir entre son chèque de paie et sa conscience. Et ce qui se passe quand ce mec-là choisit sa conscience. Parce que ce choix, c'est pas facile. C'est pas quelque chose de romantique. C'est douloureux. C'est effrayant. C'est quelque chose qui peut te coûter ton travail, ton argent, ta stabilité. Mais c'est aussi quelque chose qui te permet de dormir la nuit. Parce que la vérité, c'est que j'aurais pu garder ma gueule fermée. J'aurais pu donner le signal. Jean-Claude aurait levé cette charge. Et pour le reste de ma vie, j'aurais su. J'aurais su qu'il y avait une grue effondrée au fond d'un port. Et j'aurais su que c'était ma faute. C'est un poids qu'on porte pour toujours. C'est une certitude qui ne s'efface jamais. C'est quelque chose qui te suit jusque dans tes rêves. Au lieu de ça, j'ai perdu mon travail pour une journée. Mais j'ai gagné quelque chose d'autre. Une certitude. Que je suis capable de faire ce qui est juste. Peu importe le prix. Aujourd'hui, à Rotterdam, quand un chef de projet me demande d'ignorer un protocole de sécurité pour gagner un jour, je me souviens de mardi à Dunkerque. Je me souviens du bruit de la grue qui s'effondre. Je me souviens de Jean-Claude qui aurait pu être mort. Je me souviens des 3 enfants qui auraient pu grandir sans père. Et je dis non. C'est jamais facile de dire non. Mais c'est simple une fois que tu sais qu'une vie, n'importe quelle vie, vaut plus qu'une grue, peu importe combien elle coûte. Et c'est peut-être ça, la vraie leçon. C'est une histoire d'intégrité. De faire ce qui est juste, même quand ça va te coûter quelque chose. De choisir de vivre avec ta conscience tranquille, plutôt que de vivre avec la culpabilité. De comprendre que les accidents ne sont jamais des accidents. Ils sont toujours le résultat de décisions qu'on prend quand on croit que ça va aller. Que c'est une chance, que la mécanique comprendra. Que la physique oubliera de faire son travail pour une jour. Mais la physique, ça oublie jamais. Et c'est pour ça qu'on doit écouter, vraiment écouter, quand quelqu'un dit non.